The Gaul is quite the beast. What name does he take? Même si la préquelle de Spartacus ne compte que 6 épisodes, soit moins de la moitié de la première saison, son rythme est tellement serré qu'il en est démentiel. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir ce classique absolu, les dieux de l'arène. L'ouverture reprend directement la fin de la première saison. Spartacus bondit en l'air, à la tête des esclaves qui se soulèvent. Il a enfin accompli son dessein, venger sa femme. À l'heure de sa mort, les pensées de Quintus remontent plusieurs années en arrière. À cette époque, il vient tout juste de reprendre le Ludus. Et il compte déjà dans ses rangs de nombreux gladiateurs d'exception. Parmi eux, Gannicus surclasse absolument tout le monde. Et aujourd'hui est le jour de son combat, on voit Gannicus faire son entrée sous les hurrahs de la foule, une épée dans chaque main. Sur toute la série, il n'y a que 3 gladiateurs qui se battent à 2 épées. Son adversaire est un gladiateur issu de la famille de Vettius, le grand rival de Quintus, qui jouit d'un statut bien plus élevé que lui. Gannicus joue de son agilité exceptionnelle, se déplace sans cesse sur l'arène avec une légèreté déconcertante et taquine son adversaire comme il l'entend. Ses mouvements aériens enflammant totalement la foule et exaspère son rival au plus haut point. Voyant que Gannicus se permet même d'interagir tranquillement avec le public en plein combat, il lui lance une attaque sournoise. Et là, c'est au tour de Gannicus de se mettre en colère. Mais il ne se fâche pas comme tout le monde, on le voit planter ses 2 épées dans le sol, prêt à humilier son adversaire à main nue. Allah dans le cyste, Allah dans le cyste. Quand Gannicus plante ses armes en plein cœur de l'arène, ce geste complètement incroyable laisse le public pétrifié. Même son adversaire ne comprend rien du tout, se demandant s'il est venu ici se faire tuer. Mais s'il agit ainsi, c'est uniquement pour humilier son rival. Et il faut avouer qu'il a tous les droits d'être aussi arrogant, il en a largement les moyens. De son treste estinique comme en Balam, Bokouv. Une série de coups enchaînés et son adversaire est complètement sonné. Il ne sait plus où il en est. Faut bien l'admettre, Gannicus déchire absolument tout, c'est trop incroyable. Mais au moment où Gannicus s'apprête à achever son adversaire, son maître Quintus remarque que le prêteur n'est toujours pas arrivé, il crie donc immédiatement à Gannicus de patienter et de s'arrêter. Mais Gannicus s'en fiche royalement, c'est un esprit libre et rebelle qui n'écoute jamais les ordres. Plus tard, quand Quintus et sa suite traversent le marché, un appel retentit soudain. Il se tourne, et qui voit-il? Gaïa, une courtisane célèbre de Rome, et aussi la meilleure amie d'enfance de Lucrèce. En fait, le mari de Gaïa vient tout juste de mourir à Rome, alors elle a décidé de venir se changer les idées à Capoue, et elle ne s'attendait absolument pas à tomber sur Lucrèce par hasard. À la prova de Fermidicre, au Beaucoup. Les 2 amis se donnent donc immédiatement le bras pour aller flâner dans les rues. C'est à ce moment-là que Quintus remarque un esclave qui se bat dans la rue, un esclave appartenant à Tullius. Voyant que l'esclave est sur le point d'être sévèrement puni, Quintus interpose immédiatement et propose de l'acheter pour 3 fois son prix, cet esclave au caractère rebelle. Une jeune veuve rend visite à sa meilleure amie, mais elle tombe sur une scène extrêmement gênante. La vue allume immédiatement son cœur et elle ne peut s'empêcher de se mettre à fantasmer. Pendant ce temps, 2 servantes sortent de la chambre de Gannicus, l'air particulièrement excité. Dès qu'elle rentre au manoir, elle se met à vanter la virilité de Gannicus. Les 2 autres servantes sont manifestement très intéressées. Après tout, c'est l'homme dont rêvent des milliers de jeunes filles. Quand elles entendent des détails un peu gênants, elles se perdent elles aussi dans leurs imaginations. C'est alors que Mélita arrive. Elle ordonne à Diona de raccompagner les 2 servantes pour qu'elles se reposent et décide de parler seule à Nivia. Elle lui conseille de ne pas se précipiter dans les histoires d'amour et de passion. Quand une fleur s'épanouit, les papillons viennent d'eux-mêmes. Forcer les choses ne ferait que aller à l'encontre de ce que l'on veut. Pour finir, pour montrer qu'elle a de l'expérience, elle n'oublie pas de dire à Nivia que le Gannicus dont elle rêve toute n'est en réalité pas si extraordinaire, car elle en a connu de bien plus impressionnants. Dans les cachots à ce moment-là, le nouvel esclave Crixus est enfermé avec Acheux. Ce dernier est arrivé un peu avant lui et n'a pas non plus réussi l'épreuve de combat. Crixus croit avoir trouvé un camarade, mais il se fait immédiatement moquer par Dijon. Sauf que Crixus ne comprend absolument pas le syriaque. Ashur, le traducteur de génie, lui explique « Dijon veut devenir ton frère ». Mais putain, son expression n'a rien d'un frère du tout. Juste avant, Quintus est venu corrompre Tunius, mais son pire ennemi était aussi là. Les 2 se sont insultés sans même se donner la peine de discuter. Dans un accès de colère, Quintus a déclaré que ses gladiateurs, même les yeux bandés, pourraient battre les pitoyables gladiateurs de son rival. Celui-ci, bien sûr, n'a pas accepté ça. Alors, ils ont décidé de combattre immédiatement. La scène animée a attiré une foule de spectateurs en un instant. Vettius a envoyé Otho, le pire ennemi de Gannicus. Celui-ci n'avait jamais supporté Gannicus. Mais juste avant que le combat ne commence, Vettius a interrompu le match. Il a exigé que Gannicus se bande les yeux. Les yeux, Quintus n'aurait jamais imaginé que ses paroles prononcées dans la colère seraient exploitées par Vettius. Gannicus a regardé son idiot de maître avec surprise. La décision était bien. Voyant Quintus dans une situation impossible,
Gannicus a accepté les règles de son plein gré. Il allait combattre les yeux bandés, mais Otto avait son propre honneur de gladiateur. Quand le combat a commencé, il a d'abord frappé son bouclier pour que Gannicus sache où il se trouvait, puis il a attaqué en hurlant. Gannicus a riposté par instinct et a réussi à prendre le dessus sur Otto. Mais les attaques de près sont encore plus difficiles à anticiper. Il a vite été dominé et jeté au sol, roué de coups. Gannicus a vite repris ses esprits, s'est concentré pour localiser les bruits, et Gannicus a réussi. Vettus n'en croyait pas ses yeux, il avait perdu malgré ça. Tullius, quant à lui, était totalement impressionné. Il a alors invité Quintus à discuter d'affaires sur le champ. La femme ne pouvait plus contenir son excitation et se rendit aussitôt à l'entraînement. L'endroit était imprégné d'une forte ambiance masculine. Et Danix en plein combat était tout simplement un charisme à l'état pur, faisant complètement fondre Gaïa. Elle porta ensuite son regard sur un autre homme, Onomaos, mais remarqua que celui qui l'affrontait avait l'apparence d'une bête sauvage à l'allure musclée. Les assauts de Crescus n'avaient pas du tout entamé Onomaos, mais ils avaient au contraire fait battre le cœur de Gaïa plus fort. Elle ne put s'empêcher de demander le nom de ce Gaulois, surprise que la jeune servante en sache autant sur lui. Il était clair qu'elle était totalement fascinée par les gladiateurs. Voyant la jeune fille toute timide, Gaïa s'approcha pour la taquiner et lui demander quel gladiateur elle préférait. À ce moment-là, Solonius vint rendre visite à Quintus, qui avait été battu, et lui apporta une bouteille de vin, mais celle-ci venait justement de celui qui l'avait humilié. Fou de rage, Quintus brisa la bouteille en morceaux. Solonius expliqua qu'il n'avait pas le choix, s'il n'était pas venu transmettre le message, il n'aurait jamais connu la paix. Le couple comprit alors que leur ami portait lui aussi une lourde pression. Solonius révéla ensuite qu'un grand personnage romain, nommé Varus, arriverait le lendemain pour sélectionner des gladiateurs. C'est alors qu'intervint Gaïa, qui affirmait connaître ce notable venu de Rome. Pour aider Quintus, elle proposa de séduire Varus afin de l'attirer à la demeure, permettant ainsi à Quintus de le rencontrer avant ses rivaux. Who would not marvel at seeing such a creature locked in mortal embrace? Gaïa a obtenu pour Crixus cette chance de se produire en public, mais celui-ci est pris de panique. Il sait parfaitement qu'il n'est pas à la hauteur de Gannicus, et pour couronner le tout, Varus exige qu'il s'affronte avec de vraies armes de combat. Crixus ne comprend pas du tout pourquoi les femmes romaines dans les gradins veulent le mettre dans une situation aussi dangereuse. Sur l'ordre de Quintus, Crixus se lance à l'assaut de toutes ses forces, mais son attaque désordonnée ne fait que révéler ses faiblesses. Refusant d'accepter la défaite, Crixus reprend une nouvelle fois l'offensive, seulement il fait face au dieu de l'arène. Pendant que le duel palpitant se déroule en bas, Varus n'y jette même pas un regard, trop occupé à flirter avec Gaïa, ce qui met Quintus mal à l'aise. Au fil de ses chutes répétées dans l'arène, Crixus se souvient des conseils de son maître. Face à un adversaire trop puissant, la meilleure stratégie est d'attendre son moment, de contre-attaquer en second et de détecter ses failles. Ce revirement inattendu prend Gannicus au dépourvu, et Crixus en profite pour poursuivre son avantage avant de le jeter à terre. Tout le monde est stupéfait. Ce nouveau venu a réussi à mettre Gannicus au sol. Invaincu jusqu'alors, Gannicus a failli perdre la face de manière humiliante. Il ramasse ses deux épées et met un terme au combat sans hésitation. La scène éblouit grandement Varus. Quintus, cherchant à lui plaire, lui remet le droit de décider du sort du gladiateur. Et Varus passe à son tour ce pouvoir à Gaïa, après tout c'est elle qui l'avait choisi. Gaïa n'a aucune envie de voir un tel guerrier périr. Elle annonce aussitôt qu'il vivra, car il peut encore être utile pour de plus grandes choses. Ses deux amis, à côté, comprennent immédiatement son intention. See it done? C'était la toute première fête dans cette villa légendaire, et c'est d'ici que tous les crimes ont commencé. Quand Gannicus, tout juste lavé, entre dans la pièce, Varus est immédiatement scotché par sa prestance incroyable. Il fait le tour de Gannicus pour l'observer dans les moindres détails, et ne peut s'empêcher d'admirer sa silhouette athlétique et puissante. Après l'avoir longuement examiné, Varus décide de vérifier de ses propres yeux ses véritables capacités. Gannicus ne peut que hocher la tête à contre-cœur, sans avoir le moindre choix. Quintus se dépêche aussitôt de demander à tout le monde de libérer de l'espace pour un combat, mais il est immédiatement coupé par Varus. Il voulait juste assister à un spectacle. Varus choisit directement Melita pour y participer. Gannicus est complètement abasourdi, car non seulement ils sont très amis, mais Melita est aussi la femme de son propre frère. Lydia intervient aussitôt pour s'y opposer, demandant qu'on change d'adversaire, mais Quintus l'arrête net. Dans ce moment décisif, on ne peut absolument pas contrarier la volonté de Varus. Melita s'avance lentement au centre de la pièce, le cœur serré d'angoisse, attendant qu'un miracle se produise. C'est alors qu'Onomaos arrive pour trouver Quintus.
Onomaus, quand l'entraîneur devient fou d'un coup et le défie en duel. Agissant purement pour se défendre, Onomaus tue l'entraîneur par accident. Sans la moindre hésitation, Quintus nomme immédiatement Onomaus nouveau entraîneur. Pourtant, Onomaus est profondément attristé par ce drame et demande à pouvoir parler à sa femme, mais Quintus lui répond que Melita est en train d'accueillir un invité de marque. Après le départ d'Onomaus, Quintus avertit sévèrement et immédiatement Melita et Gannicus de ne jamais, en aucun cas, révéler ce qui s'est passé à Onomaus, sinon les conséquences seraient catastrophiques. Gaïa n'avait plus à observer en cachette, elle participe aux festivités de Quintus et de Lydia et devient même la figure centrale de la fête. Ce passage est absolument magnifique visuellement. Je conseille vivement à tous ceux que cela intéresse de regarder l'épisode original. Tandis que Quintus se laisse emporter par sa joie sans retenue, son père Titus revient soudainement et tombe directement sur cette scène gênante. Il ordonne aussitôt à Quintus de le rejoindre dans son bureau. En réalité, Titus avait appris que son fils avait offensé Tullius. Craignant pour la sécurité de la famille, il est rentré précipitamment de Sicile. Tomber sur cette scène en prime lui fait perdre toute estime pour son fils, au point de regretter de lui avoir confié la gestion des affaires familiales. Cependant, Quintus affirme avoir remporté la place de champion des gladiateurs face à Tullius, or c'est exactement ce que redoutait Titus. On ne peut absolument pas se mettre à dos Tullius juste pour un simple tournoi de gladiateurs. Lydia est saisie d'une grande angoisse après cette situation hautement embarrassante, et elle incite Gaïa à adopter une attitude digne et mesurée. Mais Titus voit clair dans le jeu. Même si Gaïa affiche un sourire radieux et évoque son propre lignage, il ne daigne pas lui prêter la moindre attention. Gaïa regardait les gladiateurs sexy tout en évoquant la soirée inoubliable de la veille. Quand une servante vint annoncer l'arrivée d'invités de marque, Varus était de retour, accompagné d'un grand personnage romain. Ils étaient venus spécialement pour assister au spectacle palpitant de la demeure, et cela arrangeait parfaitement Gaïa, qui avait hâte de revoir Gannicus se produire. Lydia savait parfaitement que refuser Varus signifierait perdre sa place à l'arène, alors elle accepta d'offrir le meilleur des spectacles possibles. Mais ce grand personnage romain avait un tempérament des plus atypiques. Il choisit l'un des gladiateurs tout crasseux. Vint ensuite le moment de choisir une partenaire de danse, et toutes les jeunes filles étaient bouleversées, espérant saisir cette chance pour échapper à leur vie d'esclave. Le léger souffle de Diola attira aussitôt l'attention du grand homme. Elle pensait enfin pouvoir tourner la page sur son existence d'esclave, mais le personnage prit une décision totalement inattendue et la donna en cadeau au gladiateur couvert de crasse. Pendant ce temps, Gaïa profita de l'occasion pour faire savoir à Varus qu'elle était célibataire. Mais Varus la méprisa à cause de son absence de lignée prestigieuse, et son plan pour trouver un compagnon échoua lamentablement. Le grand personnage romain sortit alors de la pièce, félicita chaleureusement Lydia pour son organisation, puis partit sans tarder avec Varus, sans emmener Diola avec lui. Diola subit un choc dévastateur et ne retrouva plus jamais le sourire dès lors. And what quickens your pulse? The touch of your lips, your breasts, and all of the pleasures below. C'est la toute première fois que Crécé entre dans l'arène de gladiateurs et son adversaire n'est autre que l'amant de Barca, un gladiateur spécialisé dans la lance. À l'instant où Titane annonce le début du combat, Arcadie passe immédiatement à l'attaque, qui a la plus longue arme à l'avantage, et les gladiateurs à lance sont précisément ceux que Crécé redoute le plus. Il est vite acculé dans un coin, mais sa réactivité lui permet d'esquiver les coups de lance. Pourtant, lors de l'échange suivant, il est blessé par un petit couteau caché sous le bouclier de son rival. Le gladiateur à lance profite de son avantage pour le projeter à nouveau dans le recoin, prêt à porter le coup fatal. Pris de panique, Crécé se recroqueville derrière son bouclier et bloque par hasard cette attaque mortelle. Mieux encore, la lance de son adversaire se retrouve coincée. Saisissant sa chance, Crécé se relève et tranche net la lance. Personne ne s'y attendait le moins du monde, le destin est parfois plein de drames. Barca a entraîné et forgé Crécé au fil des entraînements, et c'est avec les techniques d'escrime qu'il lui a apprises que ce dernier a tué son amant. Malgré sa douleur, Barca ne lui en veut pas pour autant. En tant qu'esclave, ils ne maîtrisent pas leur propre destinée. Quant à Gaïa, elle porte désormais encore plus d'estime à Crécé, affirmant sans détour qu'il deviendra un jour l'égal de Gannicus, aussi bien dans l'arène que dans la vie quotidienne. Lydia comprend parfaitement l'allusion de Gaïa, et son cœur solitaire commence à être tourmenté par des désirs secrets. C'est la toute première fois que Crécé entre dans l'arène de gladiateurs et son adversaire n'est autre que l'amant de Barca, un gladiateur spécialisé dans la lance. À l'instant où Titane annonce le début du combat, Arcadie passe immédiatement à l'attaque, qui a la plus longue arme à l'avantage, et les gladiateurs à lance sont précisément ceux que Crécé redoute le plus. Il est vite acculé dans un coin, mais sa réactivité lui permet d'esquiver les coups de lance. Pourtant, lors de l'échange suivant, il est blessé par un petit couteau caché sous le bouclier de son rival. Le gladiateur
gladiateur à lance profite de son avantage pour le projeter à nouveau dans le recoin, prêt à porter le coup fatal. Pris de panique, Crécé se recroqueville derrière son bouclier et bloque par hasard cette attaque mortelle. Mieux encore, la lance de son adversaire se retrouve coincée. Saisissant sa chance, Crécé se relève et tranche net la lance. Personne ne s'y attendait le moins du monde. Sans son arme, le gladiateur à lance perd aussitôt tous ses moyens. Crécé ne laisse pas passer l'occasion, le projette d'un coup de pied contre le mur, puis lui assène un coup d'épée fatal. Le destin est parfois plein de drames. Barca a entraîné et forgé Crécé au fil des entraînements, et c'est avec les techniques d'escrime qu'il lui a appris que ce dernier a tué son amant. Malgré sa douleur, Barca ne lui en veut pas pour autant. The man gets the missile. The match is yours. Pour éloigner le turbulent Tullius, Gaïa se dévoue volontairement. Tout joyeux, Tullius l'accompagne dans la chambre et nul besoin de vanter le charme de Gaïa, ses cheveux roux flamboyants suffisent à l'ensorceler complètement. Quand elle juge le moment venu, Gaïa supplie aussitôt Tullius de garder secrète ce qui s'est passé au banquet afin que le vieux patriarche Théta n'en ait jamais connaissance. Le visage de Tullius se ferme sur l'instant et Gaïa sent aussitôt monter une menace. Alors elle redouble d'ardeur pour le captiver davantage. Grâce à la diversion orchestrée par Gaïa, Ludia parvient à mener à bien la fête et obtient sa place de gladiatrice pour la fête des dieux suprêmes. Solonis se réjouit sincèrement de sa réussite, mais il redoute que Tullius ne lui cherche querelle et souhaite attendre son départ pour s'en aller ensemble. Une proposition que Ludia décline sans hésiter, car elle connaît parfaitement le pouvoir de séduction de Gaïa. À cet instant, Tullius sort lentement de la chambre. Ludia presse le danger imminent, mais elle ne peut que feindre le calme. Tullius évoque alors la requête de Gaïa, affirmant avoir déjà rendu sa réponse et que celle-ci réside en la personne de Gaïa elle-même. Comprenant que les événements ne se déroulent pas comme prévu, Ludia se hâte aussitôt de la retrouver. Gaia? Gaia! La femme se penche lentement et ordonne à son esclave de mettre fin au combat au plus vite. Déterminée à venger Gaïa, Ludia se heurte à une vive opposition de la part de Titus. Dont l'attitude si ferme intimide même Quintus, ce dernier exige même que Quintus rompe son mariage avec Ludia. Aux yeux de Titus, Ludia n'a ni une dot généreuse ni une puissante lignée familiale, et elle n'a pas non plus donné d'héritier à la famille, elle ne mérite donc absolument pas d'être sa belle-fille. Enfin, mais quand Ludia apprend que l'on demande à Quintus de divorcer d'elle, elle se sent profondément lésée. Tout ce qu'elle a fait, c'était pour cette famille. Et pourtant, on lui demande aujourd'hui de quitter les lieux prématurément. Le couple éclate alors dans une dispute sans précédent, et tout cela trouve sa raison dans l'absence d'enfants. Ludia commence donc à réfléchir à un moyen de tomber enceinte. Mais lorsque Quintus et son père quittent la ville, elle fait venir le plus fort des gladiateurs. Quand elle découvre que le père et le grand-père de ce gladiateur ont chacun eu 5 fils, elle se sent encore plus convaincue de son choix. C'est le personnage le plus malheureux de toute la série. Un simple figurant discret, mais pourtant l'un des plus authentiques. À l'aube de l'amour, elle pensait que le regard d'un noble lui permettrait d'échapper à son destin d'esclave. Sans se douter qu'elle n'était qu'un simple passe-temps pour ces aristocrates qui se lassent vite des mêmes plaisirs, elle finit alors comme un simple apéritif à chaque banquet. Une suite d'épreuves l'a rendue profondément renfermée, au point que même sa meilleure amie refuse de la croire. Elle ne sait pas qui blâmer et ne cherche qu'à fuir le regard des autres. Quand Nevia découvre Diola en train de pleurer en secret, celle-ci ne retient plus ses émotions et confie prier les dieux jour et nuit pour trouver enfin une issue à cette vie faite de contraintes et d'humiliations sans fin. Voyant son amie avoir des idées noires, Nevia lui donne toutes ses économies avant le prochain banquet, espérant qu'elle puisse s'enfuir le plus loin possible. Mais l'Empire romain est immense, et comment une esclave pourrait-elle réellement s'échapper? Lorsque Diola refait surface, elle est emmenée sur le lieu d'exécution pour tentative de fuite. Nevia murmure son nom, espérant éveiller un peu de pitié chez les nobles, mais ces grands seigneurs ne se soucient jamais du sort des humbles esclaves. Non. Les larmes aux yeux, Diola ne souhaite qu'une seule chose, continuer à vivre. Tell me you're not the serpent I have thought you to be. I am not. I'm far worse. Titus se demande s'il n'a pas mal entendu, mais Lucretia joue immédiatement carte sur table. Dès le premier jour du retour de Titus, elle met du poison dans son vin, dans le seul but de le rendre malade pour qu'il retourne se soigner en Sicile. Seulement Titus persiste à rester malgré son état de santé chancelant, c'est pourquoi Lucretia vient de verser un poison mortel dans le vin de Tullius. Au même moment, Melita, qui buvait secrètement du vin de fruits, ressent brutalement un malaise. Quand Lucretia finit de s'habiller et sort, elle découvre le corps sans vie de Melita. Elle réalise alors que cette dernière avait justement
rapidement pris la bouteille de vin empoisonné. Plus question de laisser quiconque découvrir cette bouteille, elle la reprend aussitôt des mains de la défunte et avertit Gannicus de ne surtout pas révéler à Oenomos que Melita est venue le voir. Après Quintus et Gaïa, Melita était la personne que Lucretia chérissait le plus et elle est submergée par un profond remords. À son retour à la demeure, Onomo tombe immédiatement sur le corps de sa femme. Il n'était parti que pour un instant et voilà qu'il la perd à jamais. Lorsque Quintus découvre son père sans vie, il devine aussitôt la vérité. Mais il faut désormais faire front commun et rejeter toute la faute sur Tullius. Oenomos et Gannicus se joignent alors à leur quête de vengeance et enfin ils pourront venger la mort de Gaïa. Lucretia porte enfin la chevelure rousse de Gaïa. Ce soir où Quintus entreprend de venger cette dernière, elle compte réaliser le vœu que Gaïa caressait de son vivant. Tullius se rend alors au lieu du marché, conclut avec Quintus, sans se douter qu'il tombe dans un piège mûri depuis longtemps. Même s'il est accompagné d'une foule d'hommes, face aux deux gladiateurs d'exception que sont Gannicus et Onomo, son sort est scellé, il ne peut qu'être capturé. Pourtant Quintus ne se presse pas de lui prendre la vie, il l'emmène plutôt jusqu'à la grande arène fraîchement achevée. Il veut enterrer Tullius dans cet édifice qu'il a lui-même bâti et le forcer à assister à sa propre prise de place et de pouvoir. La panique envahit aussitôt Tullius, qui se hâte de clamer son innocence sur la mort de son père, mais Quintus ne daigne pas l'écouter le moindrement. Il le roue de coups jusqu'à le rendre incapable de bouger, avant d'ordonner de le murer vivant dans les murs de l'arène. Pendant ce temps, Lucretia accomplit enfin le vœu que Gaïa portait en elle toute sa vie. Max, le fou, mène la Légion Blanche dans l'arène, tandis que Gannicus entre à son tour avec son groupe soudé comme jamais. Tout allie, dès que les cercles de feu s'allument, le combat ultime de cette saison peut enfin commencer. Les gladiateurs des deux grandes familles vont s'affronter dans l'enceinte enflammée jusqu'au dernier survivant, qui remportera alors le titre de champion. Nias est le premier à lancer son filet pour immobiliser son adversaire. Enisque terrasse aussitôt un homme, suivi de près par Gannicus. À ce moment-là, tous sont en pleine forme, et aucun coup fatal ne semble possible pour l'instant. Gannicus se retrouve face à Max, le chef adverse d'une force herculéenne, qui le renverse d'un simple coup de bouclier. Heureusement, son camarade Nisk intervient pour le sauver, permettant à Gannicus d'échapper au pire. Que Gannicus se relève à peine, un combattant au marteau l'attaque par surprise. Cette fois, il évite le combat frontal, esquive deux assauts d'affilée et porte un coup d'épée parfaitement ajusté. Ashur ne reste pas en reste et parvient à éliminer un ennemi. Crixus est dans une situation encore plus critique. À peine a-t-il repoussé un adversaire que deux autres fondent sur lui. La situation devient de plus en plus délicate. Gannicus est désormais cerné par 4 hommes. Crixus pousse un rugissement violent, repousse un ennemi avec son grand bouclier, balaye un autre de son épée longue et écarte le troisième d'un coup de pied. Voyant la puissance de Crixus, Max abandonne son assaut sur Gannicus pour se tourner vers lui. D'un coup de pied puissant, il projette Crixus à plus de 5 mètres de distance, une force tout simplement dévastatrice. À terre, Crixus est aussitôt attaqué par un combattant à la chaîne et ne doit son salut qu'à un roulade rapide pour esquiver le coup. Alors que Crixus est sur le point d'être vaincu, Niska court pour le soutenir, mais Caburus le projette en l'air d'un coup de bouclier, un choc qui semble lui être fatal. C'est alors que Nias entre dans une rage folle et utilise son filet pour achever un adversaire avec une élégance saisissante. Quintus est exalté et ne peut s'empêcher de se moquer de Saronius. Mais sa joie est de courte durée. Après s'être débarrassé de ses propres ennemis, Dagon jette son dévolu sur Ashur. Ce frère d'armes lui a coûté un œil, et il compte bien se venger dans le chaos de ce combat. Batiatus's men think so little of his house they seek to kill each other. Le gladiateur enflamme un filet et le jette sur son adversaire, ce qui met hors de lui le chef ennemi. D'un bond, il se précipite et projette Carlos hors de l'arène. Profitant de la confusion, Ashur élimine sans scrupule son propre compagnon, puis s'allie à Crixus pour vaincre deux autres rivaux. Le combat entre alors dans sa phase finale, tandis que Danix affronte seul Maximus. La situation devrait normalement être de 3 contre 1, mais Ashur nourrit de sombres desseins. Il propose à Crixus de s'associer d'abord à Gannicus pour abattre Maximus, puis de se débarrasser de Gannicus, avant de s'affronter enfin pour le titre de champion. Or, le plus grand souhait de Crixus est justement de se mesurer à Gannicus. Il attaque donc traîtreusement Ashur et le jette hors du cercle de feu. C'est ainsi qu'Ashur perdra une jambe et gardera des brûlures à vie. Cette scène fait éclater de rire les nobles présents dans les gradins. Pendant ce temps, Gannicus commence à céder face à Maximus. Voyant cela, Crixus saisit un petit bouclier au sol et se lance dans la mêlée. Incarnant le dieu de la guerre dans la préquelle, Maximus est bientôt
trop puissant pour Crixus à ce moment-là. Gannicus saisit l'instant opportun, ramasse précipitamment un bouclier tombé et part le coup fatal porté par Maximus. Malgré tout, Crixus est projeté hors du cercle de feu, laissant place à un affrontement en 1 contre 1. Si Gannicus est surnommé le dieu de l'arène, c'est grâce à son intelligence de combat hors pair. En quelques secondes seulement, il parvient toujours à trouver une stratégie pour l'emporter par surprise. Gannicus triomphe, devenant le véritable champion de tapis. Voyant que le gladiateur de Quintus sort vainqueur, Solonius suggère aussitôt au magistrat d'accorder la liberté à Gannicus pour que cette journée reste gravée dans la mémoire de tous. Le magistrat trouve la proposition excellente. Après tout, Quintus pourra toujours former un nouveau champion. Dans cette situation, Quintus n'a aucun moyen de refuser et est contraint d'accepter à contre-cœur. Le magistrat prend alors la parole et proclame la libération de Gannicus. Il devient ainsi le premier gladiateur à obtenir sa liberté. Son exploit se répandra bientôt dans tout Rome et inspirera des milliers de gladiateurs.